Nous recevons ce matin Christian Estrosi. Soyez le bienvenu sur LCI. Un mot au sujet de cette information exclusive LCI ce matin. Un vol d'Air France est donc retrouvé au-dessus de l'Irak, c'est-à-dire pile entre Iran et Israël, au moment où Iran envoyait ses missiles. Il y a manifestement un défaut de sûreté sur la prévision du groupe Air France. Il y a une enquête interne là, qui a été diligentée. Est-ce que vous avez une réaction, monsieur Estrosi ? Alors, c'est l'enquête interne qui déterminera les choses. Ce qui est certain, c'est qu'Air France ne pouvait pas imaginer que l'Iran enverrait 200 missiles sur Israël à ce moment précis. Donc aujourd'hui, pour toutes les compagnies aériennes dans l'ensemble de la zone, il est évident qu'il y a à anticiper naturellement tout événement qui peut surgir à tout instant. On sait très bien qu'Israël s'apprête à réagir. On sait très bien que l'Iran a décidé de ne pas baisser les bras non plus. Le couloir est fermé, monsieur Estrosi, aujourd'hui. Mais là, il est fermé aujourd'hui, mais on vous dit qu'il est fermé un jour, qu'il est réouvert le lendemain. Je pense que le territoire a été interdit. Donc, je pense qu'avec cet événement, en tout cas, pour quelque temps, avant qu'une situation qui, d'ailleurs, est absolument dramatique, à la fois pour la zone, mais aussi moralement pour l'ensemble du monde libre par rapport à cet obscurantisme qui s'abat depuis des années sur tout ce qui frappe en termes d'attentats, depuis notamment ce 11 septembre et sur le World Trade Center à New York. On peut s'attendre à beaucoup de choses à tout instant. Bonsoir. Monsieur Estrosi, votre ville de Nice est jumelée, je crois, avec Netanya en Israël. Absolument. Qui est un bastion du Likoud, et vous avez des relations très anciennes avec cette ville. Quand vous regardez aujourd'hui la situation en Israël, quand vous entendez Benjamin Netanyahou hier menacer le Liban, je le cite, de destruction comme à Gaza, quand vous regardez les images, vous voyez des hommes de l'infanterie israélienne planter le drapeau israélien au sud Liban, est-ce que vous ne vous dites pas que le Premier ministre israélien est allé trop loin ? Bon, d'abord, je ne vois pas le lien qu'il y a dans votre question entre le fait que Netanya, dirigé par mon ami Myriam Freyerberg depuis longtemps, est renouvelé... Ce que je voulais dire par là, c'est est-ce que notre amitié pour Israël, qui est une amitié française, mon amitié, écoutez, mon amitié... Est-ce qu'à un moment, on ne doit pas dire la vérité à son Mon ami. amitié est pleine et entière. Hein, et si vous parlez de vérité, il n'y a qu'une vérité, c'est celle du 7 octobre 2023. Où nous avons eu pour la première fois depuis la moitié du siècle précédent un pogrom où on a vu des femmes, des enfants, des femmes enceintes, des vieillards, des bébés qui ont été assassinés, brûlés, torturés, et qu'à un moment, oui, Israël a le droit de se défendre. Et que notre devoir, c'est d'apporter notre soutien à Israël dans sa défense. Comment vous réagissez voilà ma vérité. Monsieur Estrosi, comment vous réagissez quand une partie des gens présents à l'invitation du CRIF siffle Emmanuel Macron, l'énoncé de son nom par Michel Barnier, parce qu'il l'a dit, il faut arrêter de livrer des armes à Israël, celles qui servent au combat à Gaza? Je dis très clairement que nous devons aujourd'hui, comme le font les Américains, voilà, il y a deux mondes aujourd'hui qui s'affrontent. C'est pas qu'un problème qui se situe en Israël, il y a deux mondes qui s'affrontent. Est-ce qu'il faut choisir Il y a un monde de liberté, il y a un monde de dignité, il y a un monde de respect de la personne humaine, et puis il y a un monde de l'obscurantisme. Si Israël perd cette guerre, c'est nous qui la perdons. Y compris au Liban, je repose la question. Pardon, moi j'ai eu 86 morts sur la promenade des Anglais. C'était pas l'État islamique et Daesh, les alliés du Hamas et du Hezbollah, qui sont à l'origine de cette tragédie que j'ai connue en France, dans ma propre ville, que nous avons connue au Bataclan. Alors, il faut resituer les choses où elles doivent être situées à un moment. La position de la France était une position relativement équilibrée, historique, avec un État palestinien. Vous connaissez tout ça. Moi, je ne sais pas ce que veut dire équilibré. Ça veut dire un double État. Moi, l'équilibre... On parle à tout le monde et on est fâché avec personne. Mais est-ce que dans votre esprit, une question politique, est-ce que dans votre esprit, le moment est venu de choisir son camp, tel que vous le définissez, c'est-à-dire d'un côté Israël sans condition, de l'autre côté des groupements, des mouvements qui sont violents, qui sont terroristes?
Non, vous me posez. Je ne sais pas pourquoi vous ne me posez pas la question dans l'autre sens d'ailleurs. Est-ce qu'il faut pas. Prenez-la dans l'autre sens si vous voulez. Oui, moi je me la pose dans l'autre Ok, sens. allez-y. Est-ce qu'à un moment il ne faut pas rejeter les mouvements violents à l'égard d'Israël plutôt que de défendre Israël? Mais c'est aussi clair que ça. C'est-à-dire que les adversaires d'Israël sont tous des terroristes. Écoutez, si on envoie 200 missiles depuis l'Iran sur la France, je ne sais pas comment vous réagirez. Je vous pose la question. Hein? Moi, je vous le dis très clairement, l'Iran a toujours dit, toujours, par la voix des mollahs, qui torturent des femmes qui ont le courage d'aller manifester sans être voilées, qui se font lapider, qui se font torturer, qui se font pendre, parce qu'en réalité, c'est la question que vous me posez. Est-ce qu'il faut défendre ces gens-là ou est-ce qu'il faut défendre des gens? Je pensais aussi aux Libanais, aux civils libanais. Je pensais aux civils libanais. Si vous voulez, les gens qui vivent à Saïda, à Tyr, etc., à Nabatieh, ils s'en foutent de la guerre, ils voudraient vivre, simplement. J'ai beaucoup d'amis libanais, qui d'ailleurs, pour beaucoup, sont venus depuis de nombreuses années, se réfugier à Nice, contribuer à la croissance économique et sociale de ma ville, qui sont des médecins, qui sont des avocats, qui sont des intellectuels, qui sont des universitaires, qui sont des commerçants, des entrepreneurs, des gens de très grande qualité. Le Liban n'est pas un peuple libre, parce que le Liban est une soi-disant démocratie qui est dominée par le Hezbollah, vous le savez très bien. Monsieur Estrosi, encore une question sur le sujet. Au sud, c'est certain. Est-il vrai ou pas que tout gouvernement libanais, depuis maintenant 20 ou 30 ans, n'est pas un gouvernement libre parce qu'il est sous le joug du Hezbollah, Monsieur c'est-à-dire Estrosi, de terroristes. C'est vrai ou pas? Encore une question, voilà. s'il vous plaît, une dernière question sur le sujet. Je reprends vos propos. Vous dites si Israël perd cette guerre, ensuite c'est nous. Israël réfléchit à la réponse à apporter à l'Iran. Est-ce que, comme les États-Unis, vous dites il ne faut absolument pas frapper les sites nucléaires iraniens, ou est-ce que vous dites si Israël le fait, Israël aura raison pour les causes que vous évoquiez il y a quelques instants? Moi, je vois Joe Biden et les Américains, et je suis sûr que n'importe quel autre chef d'État américain, parce que ça fait partie aujourd'hui de ceux qui considèrent, comme moi d'ailleurs, que notre devoir est d'être aux côtés de la défense d'Israël, s'engagent parce qu'ils savent le danger que pèse l'Iran. L'Iran est à deux doigts de posséder l'arme nucléaire, sans doute. On frappe les sites alors ou pas? Israël doit les frapper? Lorsque l'on voit l'attitude de l'Iran qui n'hésite pas aujourd'hui à envoyer 200 missiles sur Israël, est-ce qu'il faut attendre que l'Iran se dote de l'arme nucléaire ou d'y mettre un terme suffisamment rapidement? Donc plutôt oui, vous dites Israël aurait plutôt raison de frapper ces installations. Je dis que lorsque je vois de quoi ces mots-là, dont une immense majorité d'Iraniens, qui là aussi sont pour beaucoup des amis qui habitent chez moi, avec lesquels je partage tant de valeurs, veulent se défaire. Est-ce que nous devons aider le peuple iranien à se défaire de ce terrorisme, de cette barbarie qui les domine depuis des années et à laquelle la France a contribué, hein, parce que quand on a protégé l'ayatollah Khomeini ici en France avant de l'envoyer en Iran, pardon, mais ça fait partie des erreurs historiques de la France. Dans quelques instants, nous allons revenir en direct. Nous devrions peut-être réparer. Monsieur Estrosi, une jeune fille de 18 ans est toujours en garde à vue dans le Nord après avoir frappé une enseignante à Tourcoing dans la cour de son lycée parce qu'elle lui demandait de retirer son voile. Il y a eu une émotion immense, une condamnation politique quasi unanime. Est-ce qu'il y a vraiment des décisions qui changeraient la donne, qui empêcheraient que ce type de situation se produise? Ça n'est pas un incident isolé. Il y en avait déjà même beaucoup avant Samuel Paty, qui a été une sorte de révélateur, mais on savait que ça existait déjà. Et donc, voilà, aujourd'hui, on sait que la violence, le rejet de la laïcité fait partie du quotidien des enseignants. Et chaque fois qu'un enseignant veut faire un rappel à la loi quelque part, il risque d'être frappé, comme ça a été le cas à Tourcoing. C'est donc inacceptable. Systématiquement, il doit y avoir une exclusion de l'élève. Systématiquement, il doit y avoir des poursuites en justice de l'élève, de sa famille, si elle porte une responsabilité,
dans une éducation qui pousse à ça. Parce qu'aujourd'hui, je vois dans notre pays une génération qui en fait est poussée à ça par la génération qui la précède. On ne peut pas faire de généralité. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc je crois que nous le devons d'abord à tous les enfants qui veulent travailler, qui veulent étudier, qui ne veulent pas être perturbés. Aujourd'hui, tolérer ça dans notre pays, c'est faire porter ce poids aux enseignants, mais c'est faire porter le poids à l'immense majorité de 99% des élèves qui ne veulent pas vivre dans ce climat non plus. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je souhaite que sur ce terrain, la laïcité stricte soit appliquée à l'école et un élève qui ait franchi le portail ou qui tente de le franchir sans le respecter, ne serait-ce que par un signe, doit être rejeté de l'école. Monsieur Estrosi, le gouvernement vous demande, pas vous personnellement, mais en tant qu'élu local, de faire des économies. Les collectivités territoriales sont mises à contribution. À quel montant, 5 Pascal milliards. 5 milliards. 5 milliards demandés. 230 milliards d'euros de dépenses chaque année, les collectivités. C'est le troisième poste de dépenses publiques. Comment vous avez accueilli cette nouvelle, monsieur Estrosi? Est-ce que vous avez été consulté d'ailleurs avant qu'elle ne soit annoncée? Non, je n'ai pas été consulté. Et je trouve que d'abord, la situation de notre pays est grave. La France vit à crédit et nous le savons. Et que, en tant que représentant d'une grande collectivité, les Français qui nous écoutent à cet instant ne comprendraient pas qu'on demande à chacun de faire un effort. L'État, les entreprises, une certaine catégorie de Français, et que les collectivités n'y prennent pas leur part. Ah donc c'est oui. bien non. C'est oui pour vous. Il faut aider le gouvernement. Ah non, mais, je sais bien que la télévision aime bien faire répondre par oui ou par non. Après, il y a un problème de méthode. Ça aurait de la clarté au moins. Parce que lorsque... Oui ou non. Oui, mais c'est pas toujours clair. Non, mais... Monsieur Estrosi, il faut aider le gouvernement ou pas? Si pour vous, la clarté, c'est que le gouvernement impose une méthode plutôt que de la discuter avec la collectivité, pour moi, ça n'est pas de la clarté. Bon, je suis désolé. Tout à l'heure, on citait un exemple sur les retraites. Les retraites des collectivités, il va manquer 11 milliards d'euros chaque année à partir de 2030. Oui, mais que veut-on? Vous allez augmenter votre taux de cotisation. Vous serez obligé de le faire. Que veut-on? Est-ce que l'on veut que les collectivités qui contribuent à 70% à l'investissement public dans notre pays et qui apportent donc des recettes fiscales à l'État, qui créent de l'emploi, qui créent de la croissance, qui créent du PIB, on se prive aussi de cela et qu'on constate à l'arrivée que d'avoir brutalement, de manière uniforme, dit à toutes les collectivités de France, non pas 5 milliards, comme vous l'indiquez, 6 milliards et demi il y a aussi les fameux 16 milliards de Bruno Le Maire qui a accusé les collectivités locales d'être responsables du déficit actuel dans lequel se trouve la France. Non, mais ça, c'est prendre les collectivités pour des boucs émissaires. Les collectivités, en moyenne, sur les 10 dernières années, c'est environ 5 milliards. Et en 2024, il y a 11 milliards de plus par la seule Île-de-France. Oui. Bon, il s'est peut-être passé des événements en 2024 en Île-de-France, d'accord, mais faire porter à l'ensemble des territoires de France les 11 milliards qu'ont coûté l'Île-de-France sur de la mobilité, sur des aménagements, etc. Voilà. Donc quelle est votre réponse au gouvernement de Michel Barnier, monsieur Estrosi? Ma réponse au gouvernement de Michel Barnier, c'est de dire oui, nous sommes là pour vous accompagner dans cet effort. Oui, c'est un devoir des collectivités. Et oui, je dis aussi à l'AMF, l'Association des maires de France, en bloc, que moi, je rejette le rejet en bloc. Que moi, je dis que nous avons à discuter et à choisir une méthode. Je vous prends un exemple, ça peut être d'autres, mais... Pourquoi dire de manière uniforme, le FCTVA, c'est la même chose pour tout le monde, les 1,9% de TVA qu'on enlèverait, c'est pour tout le monde, la réduction de... Donc vous voulez du cas par cas? Donc simplement, vous avez des collectivités qui font de la dette sur du fonctionnement, et puis vous en avez qui font de l'emprunt pour faire des investissements productifs. Il y en a des bien gérés et des mal gérés. Et qui ont bien géré. Ouais. Donc moi, je serais plutôt pour une forme de bonus-malus. Ouais, ceux qui, quelque part,
coûtent effectivement au déficit de l'État doivent payer plus, ceux qui coûtent moins. Voilà, parce Monsieur que priver des écoles, priver des équipements publics, priver des services publics dont des collectivités ont besoin, et en plus contribuer à la croissance parce qu'elle crée des emplois, je trouve que ce serait une erreur. D'une phrase, s'il vous plaît, Monsieur Estrosi. D'une phrase, s'il vous plaît. Simplement parce que on a une double dette. On a une dette écologique et on a une dette économique. Et c'est Mario Draghi qui lui-même disait que globalement dans l'Union européenne, si on n'injecte pas 650 milliards d'euros par an d'ici 2030, nous n'arriverons pas à la neutralité carbone en 2050. Exact. Alors si vous regardez les 10 dernières années, parce que les gouvernements nous ont dit faut y aller à fond, les collectivités, elles ont déjà investi près de 44% d'efforts de plus en matière d'écologie. Est-ce qu'on doit arrêter brutalement ceci ou pas ? Eh bien, je dis que nous avons à réfléchir à ne pas créer une double dette, une dette économique et une dette écologique qui aurait des conséquences dramatiques parce qu'on le paierait Christian Estrosi d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI. Au plan aussi de l'environnement.